Salut, c'est le doc, et si je te disais que les conseils d'une courtisane du XVIIe siècle peut t'aider dans tes relations amoureuses? Allez, générique. Vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne et grâce à vous, cette vidéo est sponsorisée par Terre de France. Ah ouais, non, je vends pas encore des savons ni des peignoirs à 80€. Pardon, je voulais pas rigoler, c'est juste que je m'attendais pas à ça. Au passage, si vous voulez véritablement soutenir la démarche, vous pouvez directement aller acheter aux artisans près de chez vous, ça vous coûtera moins cher et reverser la différence à l'association de votre choix. Comme ça, vous êtes sûr qu'une association recevra votre argent. Waouh! Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire de France pour mettre en valeur le patrimoine français, car, à ce qui paraît, on ferait de moins en moins de films historiques. À croire que les gens qui avancent ce genre de choses ne vont pas au cinéma, ni ne s'intéressent à ce médium, n'est-ce pas? Je me suis dit que ce serait bien de revenir sur 7 films de l'histoire de France, 7 films qui ne traitent pas de grandes batailles épiques, parce que la France et le cinéma, ce n'est pas que ça, mais surtout 7 films très différents les uns des autres, de 7 cinéastes différents que je crois important de regarder un jour. Les seules règles que je me donne, c'est de 1. Éviter le roman national à la Braveheart, qui est un film que j'aime bien au passage. De 2. Vous donner envie de voir chacun des films en environ 2 minutes. De 3. Vous proposer de bons films qui valent le détour, loin des fiascos comme 1917, À l'Ouest rien de nouveau, ou pire, Jeanne d'Arc de Luc Besson. Allez, hop, au moins ça c'est fait, ça va faire jaser les tendus du slip et les mange-merdes dans les commentaires. Dis-moi, tu trouves ça marrant, sale fils de pute? Mange-merde, personne méprisable moralement et résignée, subissant de mauvais traitements sans jamais se plaindre. Je connais bien. Mais avant toute chose, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et préparez-vous à embarquer pour un voyage à travers l'histoire de France. C'est parti. Premier film, L'Anglaise et le Duc. Film franco-allemand réalisé par Éric Rohmer, sorti en 2001, présente la Révolution française du point de vue d'une aristocrate anglaise. Pour ceux qui ne connaissent pas Rohmer, c'est un cinéaste de la Nouvelle Vague française, connu pour d'autres films comme ses Contes des 4 saisons. Et surtout, pour la dimension introspective et philosophique de ses dialogues. Citoyen Chabot, je crains que vous n'alliez un peu vite en besogne. Je ne vois pas pourquoi on a arrêté cette personne pour la raison qu'on a trouvé chez elle une lettre à l'adresse de Monsieur Fox. Si elle eût été adressée à ce scélérat de Pitt, vous n'auriez pu en faire davantage. Monsieur Fox est notre ami. Il est l'ami d'un monde libre. Il aime notre révolution. Eh bien, citoyen Vergniaud, ouvrons la lettre. Nous aurons confirmation. Non, c'est inutile et déloyal. Pouvons-nous sans déshonneur lire une lettre particulière adressée à un grand homme? Non, ce ne sera pas. Nous enverrons la lettre intacte à Monsieur Fox. L'Anglaise et le Duc est un film important dans la filmographie de Rohmer, car pour la première fois de sa carrière, il a recours au numérique. Il demande à un peintre de lui réaliser des toiles réalistes du Paris de l'époque. Il les utilise comme décor pour son film. C'est un processus assez original que je n'avais encore jamais vu à l'époque de mon premier visionnage. Dernièrement, j'ai vu un film assez spécial qui utilise le même procédé, Fairy Tail d'Alexandre Sokourov, qui nous raconte l'attente de jugement de dictateurs comme Hitler ou Staline au purgatoire. Pour revenir à L'Anglaise et le Duc, ce n'est pas qu'un film politique, c'est aussi et avant tout un film d'une richesse visuelle assez folle. Nos ennemis confus restent là et nous allons chanter Alléluia. Ah, ça ira, nous l'avons juré, nous serons tous fidèles. Dans tout l'univers, chacun parlera de ce beau serment que le cœur tiendra. Le second film porte sur une figure importante de l'histoire de France, Jeanne d'Arc. Le procès de Jeanne d'Arc est un film réalisé par Robert Bresson, sorti en 1963. J'ai choisi ce film parmi tous les films qui portent sur Jeanne d'Arc, car j'adore le cinéma de Bresson, mais surtout, il se concentre sur la partie la plus importante à mon sens, le procès. Pour les plus capricieux, même si c'est en noir et blanc, ce n'est pas un film muet. Pas que ce soit un problème, mais je sais que ça rebute pas mal de personnes aujourd'hui. Philippe, bonsoir. Bonsoir. Philippe est atteint d'une maladie rare appelée la casse-couille-thérose, un cas sur 300 en Europe. C'est bien cela, Philippe? Tout à fait, oui. Le film ne prend pas de liberté sur l'histoire avec un grand H. Bresson a tenu à ce que le film soit le plus respectueux possible du véritable déroulement du procès, au point d'utiliser mot pour mot ce qui se serait dit durant le procès à l'aide des documents accessibles du procès de condamnation. Depuis l'autre jour, avez-vous entendu la voix? Oui. L'avez-vous entendue dans cette salle où l'on vous interrogeait? Est-ce de votre procès? Cela sert au procès.
Je l'ai entendue. Que vous disait-elle? Je ne l'ai pas bien comprise jusqu'au retour dans ma chambre. Que vous dit-elle dans votre chambre? Je lui ai demandé conseil sur les questions que vous me posiez. Vous a-t-elle donné conseil? Sur certains points, oui. Les films de Robert Bresson peuvent dérouter, sa méthode de réalisation étant assez particulière. Il emploie des acteurs non professionnels et s'interdit de leur donner des informations liées à la psychologie de ses personnages. Il pensait que ces acteurs, enfin, ces modèles, comme il aimait les appeler, devaient interpréter les personnages en pratiquant une forme de non-jeu. J'imagine que c'est pas forcément clair pour tout le monde, alors voici un extrait assez parlant. Il fallait éclairer Jeanne, l'instruire. Je vous ordonne de rester au procès. Je n'y resterai pas, monseigneur, parce que je ne veux plus y être. C'est un procédé qui me parle beaucoup, déjà pour des raisons théoriques. Je vous invite évidemment à lire Notes sur le cinématographe qui se lit très rapidement si vous voulez en savoir davantage. Mais surtout parce que ça marche sur moi. Les plans fixes, la répétition et le non-jeu me mettent parfois dans un état que je ne retrouve que trop rarement au cinéma. Puis Jeanne d'Arc, c'est quand même une figure militaire que j'aime bien. Est-ce que vous épouseriez une femme militaire? Non. Parce qu'une femme militaire, c'est plus une femme dans sa tête. Je suis la pucelle. Pour la troisième proposition, c'est probablement le film le plus connu de cette liste, Edmond d'Alexis Michalak, sorti en 2018. Décembre 1897, Paris, Edmond Rostand n'a pas encore 30 ans, mais déjà 2 enfants et beaucoup d'angoisse. Il n'a rien écrit depuis 2 ans. En désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin une nouvelle pièce, une comédie héroïque. Son seul souci, elle n'est pas encore écrite. Faisant fi des caprices des actrices, des exigences de ses producteurs, de la jalousie de sa femme, des histoires de cœur de son meilleur ami et du manque d'enthousiasme de l'ensemble de son entourage, un four noir. Edmond se met à écrire cette pièce à laquelle personne ne croit. Pour l'instant, il n'a que le titre, Cyrano de Bergerac. Tu vois, le monde de Cyrano de Bergerac, les couilles et la poésie. Vivre, tu vois, tringler des gonzesses méritantes, bouffer, boire, se battre, réfléchir sur la vie, avoir vécu et mourir tranquille. Edmond est à l'origine une pièce de théâtre que le metteur en scène a pu transposer sur grand écran au vu du succès de sa pièce. Le film prend pas mal de liberté avec la réalité historique, comme par exemple la durée d'écriture de la pièce, qui a pris bien plus de temps en réalité que les quelques jours présentés dans le film. Mais bon, on pardonne, ça permet de condenser le rythme et de ne pas s'ennuyer durant les 1h53. C'est un film qui manque beaucoup de retenue par moment, mais qui arrive toutefois à émouvoir dans son final. Je ne peux que vous inviter grandement à regarder ce film, qui est sûrement le plus accessible de la liste, et qui traite d'une des plus grandes figures du théâtre français, qui a été traité maintes et maintes fois au cinéma, notamment dans la célèbre version incarnée par Gérard Depardieu. Mais d'esprit, oh le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les 3 qui forment le mot « saut ». Ou dernièrement avec l'acteur Peter Dinklage. Oui, c'est le nain dans Game of Thrones. Si les approximations historiques et le fantasme ne vous dérangent pas, foncez. 10 minutes avant le lever. Tout va bien? Oui, ça va. Ah, c'est le plus exquis des êtres subliminaires. Monsieur Jean. Jean? Et qu'est-ce que vous... Est-ce que je suis bien votre femme? Et vous êtes bien mon mari? Oui, dans la pièce, mais... Je vous ai entendu, Jean. Et n'est-ce pas le devoir d'une femme de détendre son mari? Mais... Si. On ne cherche pas à nier, vous êtes tendu. Oui, sans doute, mais... C'est pas faire. Qu'est-ce que vous faites, Susan? Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Quatrième film, désolé, je triche un peu car ce n'est pas un film sur l'histoire de France à proprement parler, mais ça englobe la culture française. Puis au passage, ça me permet de vous conseiller un film à voir avec vos enfants si vous êtes parents. Le Roman de Renard est un film d'animation franco-allemand réalisé par Ladislas et Irène Starvich en 1937. Il s'agit d'une adaptation du Roman de Renard. C'est logique. Qui est un ensemble de récits médiévaux français composés au 7e et 8e siècle. Je pense que tout le monde a au moins vu une des adaptations durant l'enfance. Personnellement, c'était l'épisode de la pêche dans la série télévisée Les Histoires du Père Castor. Père Castor, raconte-nous une histoire, Père Castor. Des trucs de PD là. Le film a donc pour personnage principal un renard anthropomorphique qui passe son temps à duper les autres animaux. Malgré les 86 ans qui nous séparent du film,
On ne peut que faire les éloges du travail fourni. Les marionnettes, les expressions, la gestuelle des personnages, tout est parfaitement calibré pour mettre en valeur leur animation. C'est un film qui se regarde encore parfaitement aujourd'hui et qui n'a pas grand chose à envier à d'autres films en stop motion. Je disais que c'est un film que vous pouvez aisément montrer à vos enfants, mais vous pouvez aussi le regarder évidemment, c'est pas destiné exclusivement aux enfants. Il existe une version disponible sur YouTube, il me semble. Si c'est toujours le cas, je vous mets un lien en description. La 5e suggestion ne va clairement pas plaire à tout le monde. Je trouve que c'est la proposition la plus radicale de cette sélection. La mort de Louis XIV. Août 1715, à son retour de promenade, Louis XIV, incarné par Jean-Pierre Léaud, ressent une vive douleur à la jambe. Les jours suivants, le roi poursuit ses obligations, mais ses nuits sont agitées. La fièvre le gagne, il se nourrit peu et s'affaiblit de plus en plus. C'est le début de la lente agonie du grand roi de France, entouré de ses fidèles et de ses médecins. Permettez-nous de nous retirer, sire, afin de vous laisser vous reposer. Le cinéma du cinéaste Albert Serra n'est peut-être pas la proposition la plus facile d'accès, surtout dans l'ère du temps de cerveau humain disponible. Mais son cinéma, au même titre qu'un Bresson par ailleurs, demande un effort de la part du spectateur. On ne va pas voir un film d'Albert Serra par hasard généralement, et on en ressort encore moins indemne. Tout son système est basé sur la non-communication avec les acteurs et les techniciens. Au préalable, il ne dévoile pas le scénario à ses acteurs par exemple. Il n'a pas non plus un montage précis à respecter. L'exercice est de rendre tout ce chaos le plus cohérent possible, sans grande préparation en amont. Il y va au feeling pour chercher une énergie spéciale qui se retrouve dans ces images. Le roi, qui a guéri le roi de la petite vérole? Un liquide, un élixir? Non, la médecine. Notre médecine, très simplement. Le roi a subi des maladies toute sa vie, et à chaque fois... Il s'en est remis. Avec l'aide de qui? De la faculté, de nous. D'instruments. Avec quoi travaillez-vous? La vérole, c'est comme les roses, qu'on sortent et qu'au printemps, ce sont Ça ne joyeuses. ressemblait pas à une rose, monsieur. Et à l'hiver, ce sont tristes. Les maladies sont une sublimation pour vous du corps. Je sais pas, il faut supporter la maladie pour aller plus haut, pour aller... Non. Nous ne sommes plus au temps des Valois. Mais qu'est-ce que où il c'est? fallait souffrir pour rencontrer notre Seigneur. Mais qu'est-ce que c'est l'amour, sinon? L'amour, c'est la douleur. C'est Arnaud de Villanova qui nous a expliqué très bien dans un livre indiscutible de la physiologie de l'amour, que l'amour se manifeste parce que l'image reste bloquée entre les yeux. L'image reste bloquée entre les yeux à cause de la température corporelle qui a fait vaporiser les eaux liquides et le cerveau il reste sec. C'est-à-dire? Je suis désolée, est-ce qu'on pourra couper cette partie? J'ai vraiment pas compris. La mort de Louis XIV est donc un huis clos, c'est-à-dire que le film se déroule dans un lieu unique et on assiste à la longue agonie du roi Soleil jusqu'à sa mort. Au-delà de la beauté indéniable de la photographie et son travail sur les clairs-obscurs, le film peut paraître très austère et décourager les moins téméraires. 2 heures dans la chambre d'un vieillard, en attendant de le voir trépasser, ça peut être long. Surtout qu'on n'a vraiment aucune surprise, c'est dans le titre. Alors on peut ne pas être réceptif à cette proposition cinématographique, c'est pas grave, mais vraiment, hein. Y a pas de honte à avoir, peut-être que tout simplement c'est pas fait pour vous, ou alors vous y reviendrez plus tard, ou avec un autre film, et là le charme opérera. Ou pas, hein, mais je vous invite quand même grandement à essayer de regarder La mort de Louis XIV, ou un autre des films du réalisateur. La quasi-totalité de ces films se déroulant dans une époque antérieure à la nôtre pour les intéresser. On continue avec Le Roi Soleil, mais incarné cette fois-ci par Benoît Magimel dans Le Roi Danse, réalisé par Gérard Corbiot. Ce n'est probablement pas ce qu'on pourrait qualifier de grand film, il est peut-être un peu plus normé que les autres présentés dans cette vidéo, surtout face à des films comme ceux de Serra, Bresson ou Romer, mais ça reste un film dont on ne parle que trop peu à mon goût. Le film retrace la rencontre entre le roi de France Louis XIV, le compositeur Lully et Molière. Louis XIV a une passion dévorante pour la danse et c'est Lully qui va la mettre en musique. Le trio se forme alors et rayonne. L'un danse, l'autre compose et le dernier joue. Je ne suis pas historien mais je me souviens avoir entendu que le film prend pas mal de liberté sur la réalité. Mais bon, le film n'a pas une portée documentaire, on est sur quelque chose de beaucoup plus baroque avec ce trio magnifique.
La raison principale du pourquoi je vous parle de ce film, c'est surtout parce que je suis dans une phase Benoît Magimel. Depuis Incroyable mais vrai et Pacifiction, qui sont sortis l'année dernière, je me suis découvert une passion Magimel, même si j'aimais déjà l'acteur avant ça. C'est toujours en mouvement, un pot-au-feu. Ça se travaille plusieurs jours, ouais, on peut le garder, quoi. Ça se conserve, voilà, j'aime bien. Et puis chaque jour passe, et puis on rajoute des légumes, on rajoute de la viande. On peut continuer à le transformer. Même dans des films pas terribles, comme Omar la fraise, il arrive à m'absorber. Je saurais vraiment pas dire pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il est devenu le personnage de ces films. C'est très curieux. Tu veux le baiser ? Pour le dernier film, on fait un bond dans le temps d'environ 3 siècles, sur un sujet trop peu traité au cinéma, la guerre d'Algérie. Les Harkis est un film de Philippe Faucon sorti en 2022. Début des années 60, la guerre d'Algérie se prolonge. Salah Kadour et d'autres Algériens sans ressources rejoignent l'armée française en tant que Harki. Un Harki est un supplétif français musulman engagé pendant la guerre d'Algérie par l'armée française. À l'issue du conflit, l'Algérie obtient son indépendance. La France se retire alors que le sort des Harkis paraît très incertain. La France montre une volonté de restreindre les transferts en France d'anciens Harkis. Alors Pascal, leur lieutenant, s'oppose à sa hiérarchie pour obtenir le rapatriement en France de tous les hommes de son unité. Vous allez être affecté à Oran, lieutenant. Vous rejoindrez votre affectation le 18 de ce mois. Que deviennent mes hommes, mon capitaine? Votre arca va être dissoute. Et pour vos hommes, il serait préférable qu'ils retournent dans leur village. Croyez-moi, c'est la meilleure des solutions. Le retour à la vie civile leur permettra de percevoir la prime prévue. Et auparavant, vous devrez les désarmer. Mon capitaine, je refuse de désarmer mes hommes. Alors je peux faire comme si j'avais pas entendu, lieutenant, mais qu'une seule fois. Va falloir être raisonnable et vous montrer coopératif si vous voulez pas retarder inutilement votre retour en France. Mon capitaine, il y a 3 ans, pour remettre des armes aux Harkis, il y avait ici des officiers supérieurs et le préfet du département. Il n'est pas question que je sois seul aujourd'hui pour leur retirer ces armes. Nous avons incité ces hommes à s'engager pour nous, et il est à craindre maintenant qu'ils en paient le prix. Je dois donc respectueusement vous informer que je vais écrire au colonel Pelletier pour demander que la 534 soit comprise avec les familles dans les listes de rapatriement. À l'époque de la sortie de la bande-annonce du film sur YouTube, je me souviens de l'espace commentaire qui était un ramassis de bêtises. Entre les commentaires indigents de certains, pour pas dire racistes, et les commentaires de certains Algériens qui crachaient sur le film parce qu'ils érigeraient les Harkis en héros, bon. Dis tout de suite que t'as pas vu le film, ce sera plus rapide. Non, mais frérot, frérot, vite fait, mais c'est important, Voici un petit florilège de commentaires aussi nauséabonds et stupides les uns que les autres, c'est cadeau. Je me range du côté de ceux qui ont adoré le film, même s'il n'est pas exempt de défauts. Je le trouve un peu trop distancié vis-à-vis de ses personnages et s'inscrit dans un rapport plus historique au réel. Ce qui fait que le film peut paraître un peu froid, mais bon, c'est un parti pris comme un autre et ça n'empêche en rien l'appréciation du visionnage. Au contraire, c'est même cohérent avec la mission administrative de la guerre. Ça me rappelle cette phrase de Staline, « La mort d'un homme est une tragédie, la mort d'un million d'hommes est une statistique ». Le film prend davantage le côté de la statistique, même s'il est évidemment bien plus nuancé que ça. Je grossis le trait pour savoir où vous mettez les pieds. Tu sais écrire? Non. Alors son doigt. Suivant. Le film ne dure que 80 minutes, générique compris, et est une bonne piqûre de rappel sur une période violente et complexe de l'histoire de l'Algérie et de la France. Le film aborde quand même un sujet sensible, encore aujourd'hui, et c'est pourquoi je vous invite grandement à le regarder sans a priori. On a rarement le droit à ce genre de sujet au cinéma, surtout avec une telle justesse, alors ce serait dommage de s'en priver. Pourquoi t'es devenu Harki, Mehdi? Mektoub. Mektoub. D'accord, mais pourquoi tu restes? سقسيفيك على مع فرنسا فرنسية ما تعرفش تهضرها فالله قاتني مسلمين كيما انت مسلمين ما يديروش يديروا في اللعبة وليت حركي على خاطر ذبحوا اختي وراجلها فتحوها من كرشتها صدرها ورماهم على الطريق. Ils ont égorgé sa sœur et son mari. Ils ont jeté leur corps sur la route. Allah yarhamou. Mais ce que font les Français contre les Algériens, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il en pense, lui? يقولك شي يديروا الفرنسيس مع الجزائريين كتر. شو تقول في هادشي؟ ربي هو اللي يحاسب. Dieu jugera. Et
toi, Salah, pourquoi t'es là? Pourquoi tu me poses cette question? Parce que si j'étais à ta place, je sais pas ce que je... Tu peux pas être à ma place. C'est impossible. C'est la guerre. On peut pas voir les choses de la même façon. J'espère que cette vidéo vous a plu, ainsi que la sélection de films que j'ai concocté. J'ai évidemment fait l'impasse sur des personnages importants comme Napoléon ou Victor Hugo, mais 7 films c'est peu, et l'intention principale de cette vidéo, c'est de vous proposer des films très éloignés du roman national et du blockbuster. Pas que ce soit des formes de cinéma que je déteste nécessairement, mais quand on parle de films historiques, c'est toujours la même soupe qu'on nous resserre sur YouTube. Les Dunkerque, Gladiator, 300... Alors bon, certains le font mieux que moi, mais il y a des films qui méritent un peu plus de visibilité. Puis c'est pour vous l'occasion de conseiller un ou plusieurs films dans les commentaires. Je sais que dans une certaine branche politique, on a tendance à adopter une posture offensive vis-à-vis du cinéma français, mais les faits sont là. On a un cinéma de fous furieux et il faudrait peut-être essayer de s'ouvrir à ces propositions qui, je suis sûr, attiseront au moins une émotion chez vous. Ce qui est mieux que de l'indifférence. Alors si on pouvait tous s'accorder sur le fait d'arrêter de donner du crédit à certains vidéastes qui ont des avis catastrophiques dès qu'il est question de cinéma, ce serait pas mal. Après, ceux qui voudront cracher sur le film, ils cracheront sur le film pour des raisons idéologiques et sans prendre en compte tout ce que je viens de vous dire. Ils feront ce qu'ils ont à faire. Personnellement, j'ai fait ce que j'avais à faire, c'est-à-dire vous vendre de la merde. Si vous appréciez ce genre de contenu, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, partager la vidéo et de liker. Si vous voulez, vous pouvez me suivre sur Twitter, un lien est en description. Merci de votre attention et à la prochaine. Impossible n'est pas français, et ça, tout le monde le sait. Boire du rouge est un salut, à notre table, que les grands crus des Français savent célébrer. Viens par là, je vais te montrer. La baguette, c'est la France. Les bons vins, c'est la France. Le fromage, c'est la France. Les belles filles, c'est la France.